Comme d'habitude et comme je l'ai dit au tout début du cours, n'hésitez pas à vous, déconnecter, de l'écran et à regarder ailleurs. Je vous encourage à laisser vos vidéos visibles parce que ça me soutient personnellement dans ma prise de Ah, parole. j'ai des amis Heu, intéressants. mais ça fait, voilà, n'hésitez pas à vous déconnecter de l'écran, ce qui vous permettra peut-être de suivre autrement ce qui se dit. Alors, on reprend, donc le cours, là où on l'avait laissé, heu, à savoir, aux sorcières, qui forment le titre du cours général d'ailleurs. Hem et là, ce que je nous ai mis, devant les yeux, c'est, 2, couvertures de la revue Sorcières, les femmes vives, qui est une revue, féministe des années 70 à laquelle je reviendrai un petit peu, plus tard, dans laquelle Heu la figure de la sorcière a été, réclamée, en France, pour la première fois, hein. C'est un des premiers grands espaces dans lequel cette figure a été articulée, dans la langue française, à travers cette revue féministe qui, s'appuyait notamment sur un ouvrage, maintenant, classique, qui est celui de Michelet, qui s'appelle «La sorcière», dans laquelle l'historien, essayait de réhabiliter cette figure, en étudiant avec, à une assez grande précision, les pratiques sorcières, du 15e au XVIIe siècle. Alors, l'ouvrage de Michelet qui est à lire, hein, c'est une très belle forme d'histoire et assez, fautif dans la mesure où Michelet croit, dur comme fer que les sorcières, telles qu'elles sont présentées dans les, livres de démonologie, hein, dans des livres qui sont censés les condamner, croit dur comme fer qu'elles existent réellement, qu'il y a réellement eu des sorcières, qui avaient des sabbats, qui avaient des vieilles femmes qui se réunissaient et cetera. Il le croit en raison de l'existence d'un faux historique, c'est pas de sa faute, il sait pas tant c'est pas il y a eu une manufacture d'un faux de preuve, de l'existence de de réunions de sorcellerie. Mais indépendamment de cette, fausse croyance que Michelet avait, en fait, son bouquin est quand même riche en représentations assez positives sur ce que ça pourrait être, qu'une version non négative de la figure de la sorcière. Donc c'est exactement là ce que, fait cette revue qui, là je vous ai donné 2 exemples des thèmes qui, organisaient la revue, à savoir, bah, ça c'est le premier numéro. Mmh. La nourriture, le deuxième, là c'est le je sais pas le 11e numéro, Espace et lieux, qui donne un peu des idées des objets. Il y a un numéro sur la prostitution, il y a un numéro sur, le sang, il y a un numéro sur, hem, la terre et cetera. Enfin, c'est un objet diffracté, des objets diffractés. Je trouve intéressant que le premier numéro d'une revue féministe porte sur la nourriture dans les années 70, c'est-à-dire se pose une question comme on a l'habitude maintenant, matérielle, non humaine, heu et assez diffractée. J'adore la deuxième affiche, l'affiche, Espace et lieux qui est, hem, qui comment dire? Réfléchit à ce que c'est que l'intérieur, qui est effectivement un thème, général du féminisme, depuis le tout début du XXe siècle. Vous connaissez sans doute, l un texte, fameux de un texte fameux de Virginia Woolf qui s'appelle, «Une chambre à soi». Je l'écris sur l'écran partagé, je ne sais pas si ça marche. Vous arrivez à le voir? Ouais? C'est très petit? Je sais pas si j'arrive à le merde. Ah merde, je sais pas si j'arrive à l'agrandir. Bon, j'ai aucune idée de comment l'agrandir. Non. Bon, bah, ça sera tout petit. Hem, Une chambre à soi de Virginia Woolf qui réfléchit à ce que c'est que, être une écrivaine et à la difficulté, que l'écriture représente quand on n'a pas de lieu d'où écrire, quand on n'a pas une chambre à soi d'où écrire.
Qu'est-ce que c'est qu'écrire quand on n'a pas de bureau? Puisque typiquement le bureau dans la maison, heu patriarcale, c'est réservé aux maîtres. Qu'est-ce qu'on où est d'où est-ce qu'on écrit? De la cuisine, sur un coin de table alors qu'on est en train de surveiller les enfants? Et comment cette, absence de bureau ou cette absence de chambre à soi affecte l'écriture, du fait d'être, d'être prise dans le monde, d'être prise au milieu des activités, heu matérielles dans lesquelles on est impliqué, hein. Donc il y a cette idée, que défend, Virginia Woolf et dont le numéro, que je présente là parle, selon laquelle, il y a une spécificité de l'écriture, féminisée dans la mesure où, elle, elle répond à une division sociale de l'espace de l'écriture. Alors, ceci était une parenthèse qui n'a rien à voir avec rien du tout, pour, nous, resituer dans, ce qui faisait l'objet du cours, à savoir, donc la figure de la sorcière qu'on avait située dans les cours, précédents au cœur d'un mouvement, activiste assez particulier, si vous vous en rappelez, qui était l'écoféminisme. Heu et l'écoféminisme, ce qu'on avait montré, c'est qu'il avait pour, vocation, donc écoféminisme, de faire s'entrecroiser 2 sortes d'activisme, à savoir d'un côté la défense des personnes féminisées et de l'autre, la lutte pour l'environnement ou contre les abus sur l'environnement. Alors vous connaissez, sans doute le slogan, que voici, «Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend». Je vous le montre là dans une image, pas très élégante, mais qui, sort d'une manifestation en 2016, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Si, vous ne savez pas ce qu'est la ZAD, là, c'est pas celle de Notre-Dame-des-Landes, c'est celle de Bure. Si vous ne savez pas ce qu'est la ZAD, ZAD signifie zone à défendre et la zone à défendre en question à Notre-Dame-des-Landes, ce qui n'est pas celle que je montre là, mais celle qui était dans la photo précédente. Mmh. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes était, un lieu sur lequel il y avait un projet de construction d'un aéroport, hem, en contre, en contrepoint, duquel, se sont donc installés quantité de zadistes, c'est-à-dire heu, d'habitants d'habitants de la ZAD là, de militants écologistes, anarchistes et un peu tous les istes que vous pouvez imaginer, pour s'opposer à la construction de cet aéroport qui avait la caractéristique, d'écraser, quantité de milieux de vie, pour y harasser à la place, le territoire et mettre, des pistes de bitume. Hem Et c'est donc de là que, émerge ce slogan, hein, c'est pour ça que je montre l'image, c'est pas pour, juste, le plaisir de la décoration, c'est aussi parce que le slogan «Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend» émerge de, la ZAD. Et ce slogan, qu'est-ce qu'il dit? Ce slogan, il dit, 2 choses. Il dit, hem: «Il y a tout un tas d'êtres, qui ont été mis du côté de la nature». À savoir, les autres vivants qu'humains, évidemment, hein, c'est ce qu'on appelle, en fait, la nature, c'est tous les autres vivants qu'humains, voire même les non-vivants, du genre, la pierre, la mer, les rivières et cetera. Donc il y a tout un tas d'êtres qui ont été mis du côté de la nature, les non-vivants les vivants autres qu'humains, mais aussi, en fait, certains humains, qui ont été, jugés comme naturels, à savoir les personnes esclavisées. Mais aussi, et c'est la troisième grande catégorie des êtres dits de nature, ce sont, les, femmes, hein. Les femmes ont été mises du côté de la nature, pourquoi? Pour en justifier l'exploitation. Oui. La stratégie a consisté à dire: «Tous ces êtres ne sont pas, humains, en fait, ils sont naturels
Et grâce à cette opération de naturalisation, on peut s'autoriser à les exploiter, oui. Dans la mesure où ils ne sont pas humains, ils sont exploitables, et cetera. L'idée de l'écoféminisme, c'est de dire que l'opération de naturalisation, l'opération qui consiste à dire: «Ceci est un être naturel», est aussi et symétriquement une opération de féminisation. Comment ça marche? Eh bien, on va se mettre à parler de terre vierge. On va se mettre à parler de passivité naturelle des objets. On va se mettre à parler de matière pure, oui. Toutes choses, tout attribut qui sont aussi, structurellement, dans la société hétéropatriarcale, attribués à, heu, la féminité, oui. Donc en fait, les adjectifs qui sont utilisés pour naturaliser les choses, pour dire que ce sont des choses naturelles, sont les mêmes adjectifs qui sont utilisés pour féminiser des êtres. Alors voilà, ça c'est l'idée de l'écoféminisme, c'est de dire, si on veut démonter les idées oppressives qui portent sur la féminité, si on veut aller jusqu'au bout de cette, restructuration, alors il faut faire une alliance bien plus large avec tous les sujets qui ont été féminisés et pas seulement avec les sujets femmes. Et dans ce cas-là, donc, il va s'agir de faire une alliance, enfin dans ce cas-là, dans celui qu'on est en train de regarder ensemble. Dans ce cas-là, il s'agit de faire une alliance, telle qu'on peut dire qu'on ne va plus défendre la nature, comme si elle était extérieure à nous, mais être nous-mêmes la nature qui se défend. Oui, d'accord, on va produire une espèce de de collective à nous toutes, qui consiste à dire: «Nous sommes solidaires, de la nature, si bien que nous en sommes». Oui, vous comprenez, ce qui est d'assez, malin dans ce slogan, qui est vraiment un slogan émergé de l'activisme. Ce qui est malin dans ce slogan, c'est, que ce qu'il consiste à dire, c'est que dire que nous défendons la nature, c'est encore être dans un paradigme qui l'oppresse. Dire que je suis un défenseur, une défenseuse de la nature, c'est encore la considérer comme un objet plutôt qu'un sujet, comme extérieur à nous plutôt que faisant partie de nous. Et tel est encore le problème. Oui. Tel est le problème dont on essaie de trouver la solution ensemble. À savoir que nous sommes la nature qui se défend, hein. Nous sommes du côté de la nature. Oui, ça va? C'est peut-être ça se simplifie, ça simplifie les choses de présenter les choses ainsi. Hem, la nat la c'est un slogan aussi qu'on trouve, à Notre-Dame-des-Landes, à savoir, heu, l la nature n'existe pas. Je vous mets une image, empruntée heu, au blog Pintiche, qui est un blog, d'un dessinateur et militant, de la première heure, de Notre-Dame-des-Landes, que je vous mets ici, un blog assez drôle. C'est Alessandro Pignocchi qui a aussi fait des BD, enfin qui a bon, ça a serré des ça a extrait des il a extrait des BD de ses posts de blog. Le blog est une série d'images que je vous encourage fortement à aller consulter. Hem, donc, on en arrive à cette idée, que qu'elle a résumée dans cette image d'Alessandro Pignocchi, que la nature n'existe pas. Bon, avec ce petit oiseau qui fait «oïk», que je trouve particulièrement plaisant. Et l'idée que la nature n'existe pas, c'est quelle idée? C'est l'idée assez simple que, la nature comme objet extérieur à nous, comme objet qui n'est pas nous, cette nature-là, heu est une construction sociale qui a une vocation principale, celle de nous autoriser à l'exploiter. Donc ce dont nous avons besoin de nous débarrasser, très paradoxalement, en tant qu'écoféminisme en tant qu'écoféministe, c'est de la nature. Donc, on pourrait dire bizarrement, l'ennemi de l'écoféministe, c'est la nature et pas l'inverse. Oui. Bon, c'est une espèce de paradoxe, je vous le donne, je vous le livre comme ça, ou disons, plus exactement, on pourrait dire l'orientation même de l'écoféminisme, c'est la destruction de la nature. Non pas évidemment comme, ensemble d'autres vivants qu'humains, mais comme, concept séparé des humains.
Il y a quelqu'une qui voulait dire quelque chose ou c'était juste des clics Ouais, des ordinateurs? des équipes, C'était juste des clics. OK. tout simplement. Tout simplement. Donc et là, on rejoint quelque chose que j'ai déjà dit dans d'autres cours, à savoir, l'idée que, un des buts qu'entretient le féminisme, c'est l'éradication des femmes et c'est un but bizarre, mais bizarre parce que paradoxal et cetera, mais pourquoi? Parce que le but du féminisme n'est pas le renforcement de la binarité de genre, mais son éradication, oui, et son éradication suppose l'éradication, à la fois des femmes et des hommes au sens de, catégories utiles pour penser l'expérience humaine. Oui. C'est en tout cas, certaines branches du féminisme tendent à ça, comme celle de Monique Wittig dont on avait déjà parlé. Alors, OK, maintenant, si on passe à la figure de la sorcière, heu, comment est-ce qu'on en arrive à la, revendiquer? Il faut bien prendre conscience, c'est difficile, là, pour nous parce que c'est devenu une figure, vraiment très positive, que, cette figure de la sorcière est d'abord une figure essentiellement négative, principalement présentée par les contes, mais aussi, comme au cinéma, comme, une ensorceleuse maléfique et dans le langage courant, comme c'est encore un peu le cas dans notre langue, dans le langage courant, c'est un adjectif qui est utilisé pour désigner les femmes trop masculines ou alors les femmes sans enfants ou alors les vieilles femmes célibataires ou veuves. Oui. C'est-à-dire, remarquez donc, hein, une sorcière, c'est qui une sorcière? Ah, espèce de sorcière. Si on le prend sans signification, mythologique, si tu dis, cette femme-là, c'est une sorcière, en fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est une vieille femme acariâtre, hein. C'est ça les connotations qui sont dans le langage. Heu, donc femme trop masculine, femme sans enfant, femme célibataire ou veuve, vieille femme célibataire ou veuve, voilà, toutes des femmes qui, soit refusent, soit, ne sont plus utiles à l'utéro-reproduction de la nation, hein. C'est-à-dire soit elles peuvent plus participer ou elles refusent de participer, à, la reproduction. Donc on verra pourquoi c'est très essentiel. Hem, bien sûr. Je je fais un petit, une petite parenthèse sur le fait que notre, de cette affiche-là, la sorcière blonde. Et là, on a une sorcière très, très brune, hein, bien sûr. La sorcière blonde, donc évidemment, si on ressent le besoin de dire qu'une sorcière est blonde, ça veut dire qu'on présuppose qu'elle est brune. Oui, c'est par, essence, sinon on n'aurait pas besoin de mettre l'adjectif. Et enfin, en un sens, c'est important. Il y a une espèce de, c'est pas seulement qu'elle est associée à la couleur noire, hein, bien sûr, c'est qu'aussi elle est, très connectée à l'histoire, comme on le verra, dans un instant, à l'histoire du racisme et en fait à une certaine représentation de la, sorcellerie comme étant du côté des personnes racisées. Alors, heu, hem, donc ce à quoi on a affaire quand, les féministes des années 70 se mettent à se réclamer de la sorcière, c'est à un phénomène qu'on a déjà rencontré plusieurs fois et que j'ai inscrit là sur l'écran, qui est le phénomène dit de la stigmaphilie, c'est-à-dire donc l'adoption, par la personne stigmatisée de son propre stigmate. Oui. Stigmate, vous vous rappelez peut-être, enfin le stigmate, originellement ça veut dire la marque. On le connaît en histoire de l'art parce que on parle des stigmates du Christ, c'est-à-dire des marques qui sont laissées par chacun des percements de sa peau, dans les clous dans les mains, dans les pieds, dans les percements représentés par la couronne et de po sur son crâne et puis la lance du centurion Longin, qui perce sa peau. Et donc on parle des stigmates parce que, les saints, et les saintes sont censés, au moment de leur, transe mystique, réactiver en elles, en eux, les stigmates, reçus par le Christ
si bien qu'ils elles sont censés se mettre à saigner aux endroits des blessures, hein. Ça fait partie des miracles qui confirment la sainteté d'un individu. C'est la venue du stigmate. Bon, pardon, c'était une parenthèse pour expliquer le mot stigmate. Et stigmate, en fait, veut en général dire la marque, ce qui marque, ce qui différencie. Oui. Et donc, être l'objet d'un stigmate, c'est être l'objet d'un marqueur différenciant. Être stigmaphile, c'est se mettre à aimer, philie, hein, philo, c'est se mettre à aimer ou se mettre à adopter le stigmate, la marque infamante qu'on fait porter sur soi, que d'autres ont fait porter sur soi. Donc, que font les féministes des années 70? Eh bien, elles disent: «Ah, vous pensez qu'on est des sorcières?» Et effectivement, c'était une accusation qu'on faisait aux féministes en disant: «Bah, vous êtes contre la reproduction de la nation, entre parenthèses. Vous pensez que vous êtes des sorcières? Eh bien, soyons-en». Voilà ce que disent les féministes de cette époque. C'est ce que dit notamment donc cette revue, Sorcières dont, j'ai déjà parlé, à l'introduction du cours. Donc là, c'est ce que vous voyez là, c'est en fait c'est la première page, enfin la deuxième page de la revue que je vous montrais en introduction où, l'éditrice, dont j'ai oublié le nom à l'instant, fait une espèce de longue, apologie du concept de, sorcière. Est-ce que quelqu'un voudrait lire le texte? Est-ce qu'il est lisible ou pas? Ou c'est trop petit? C'est pas top? Ça va. Moi, ça va, C'est quoi? j'arrive Ça à va. voir. Que quelqu'un voudrait lire les premiers paragraphes? Comme ça me fait une pause de parole. Tu lis? Tu commences ou pas? Non, bah vas-y, du coup. Ok. Pourquoi sorcière? Parce qu'elle danse. Elle danse à la pleine lune. Femme lunaire, lunatique, attente, disait-il, de voiles périodiques, complets de révolte fulgurante, de colère violente, complets de désir. Elle danse sur la langue sauvage des danses. Sauvage, comme l'homme blanc le dit des autres ethnies. Sauvage comme l'État et les syndics le disent de certains rêves. De certains riches, elle danse. Sauvage et irrécupérable comme le désir. Encore? Si quelqu'un prend le relais. On a voulu nous faire croire que les femmes étaient impotentes, immobiles, paralysées. C'est parce qu'on voulait les forcer à marcher droit, au pas de gymnastique, au pas de guerre, au pas de loi. En réalité, elles dansent, elles rampent, elles volent, elles nagent dans toutes les eaux, elles se lovent, elles se tordent, elles sautent, elles s'accroupissent, elles bondissent. Si les sorcières s'envolent, c'est qu'elles sont légères, c'est qu'elles ne se soumettent à aucune loi, pas davantage à celle de la pesanteur. Un balai, elles volent très bien de leur propre force. Peut-être, ménagères, un détournement de leur outil de travail en monture, à peine. Pourquoi sorcières? Parce qu'elles chantent, je peux les entendre aussi, l'écoute d'une autre parole. On a voulu nous faire croire que les femmes ne savaient pas parler, écrire, qu'elles étaient bègues, qu'elles étaient muettes. C'est seulement parce qu'on voulait les forcer à parler droit, avec des mots carrés, avec des phrases rectilignes, dans l'orthodoxie. En réalité, elles chantent des berceuses, elles hurlent, elles
espace maudit. Elles murmurent, elles crient, elles gémissent. Elles se taisent et même leur silence s'entend. Je continue. Si tu veux. L'épouvantable façon masculine de discourir me surprendra toujours. Parler pour avoir raison, quelle idée. En fait, pour avoir raison de l'autre. Parler pour clouer le bec à son interlocuteur. Parler pour la placer, sa parole, sa verge. Vouloir dire quelque chose. Parler comme si la parole n'était pas vocalise, comme si elle ne résonnait pas en 1000 modulations, comme si elle ne se mélangeait pas à l'autre. Parler comme si la parole ne parlait pas toute seule, à travers et malgré ce vouloir dire massacreur, colmateur. Que les femmes aient pensé emprunter cette machine de guerre, imiter ce discours mitraillette avec l'espoir qu'elles s'en servaient pour dire autre chose, me paraît complètement saugrenu. Je continue. Si tu veux, quelqu'un d'autre peut aussi prendre le relais. Alors que cette voix autre commence à s'entendre du côté des failles de l'ordre socio-symbolique, du côté du non-dit, du non-sens, du refoulé de ce discours masculin qu'elle troue. Faut-il que le système phallocratique soit prégnant pour que des femmes aient douté d'elles-mêmes au point de réclamer une égalité avec les hommes? Faut-il que notre aliénation soit grande pour que nous puissions un instant songer à ressembler aux hommes, pour que nous puissions un instant être tentés de prendre notre place à l'intérieur de cette foire d'empoigne hiérarchique où, comme le dit un proverbe argentin, dans le poulailler, celui qui est perché sur le barreau du dessus chie sur celui qui est sur le barreau du dessous. Laissons aux joueurs de foot la pratique du haut de toit de là que je m'y mette. Maintenant que les femmes émergent dans l'histoire en tant que femmes, il serait navrant qu'elles s'empressent d'y devenir des hommes. D'autant plus qu'elles sont en train de le foutre littéralement en l'air, ce système. En un trépidant sabbat, elles le minent, le sapent. C'est une nouvelle histoire qui commence. Super. Voilà un peu le programme qui se fixe autour du nom sorcière. On voit comment la logique de la revendication ou de la réappropriation des concepts joue. Hein. Voilà, je trouve assez beau que la première réponse à pourquoi sorcière soit parce qu'elle danse, non seulement parce que je travaille à partir de ce mode-là, mais aussi pour pointer, parce qu'elle pointe ce passage. Hein, pourquoi sorcière? Parce qu'elle danse. Elle danse à la pleine lune, femme lunaire, lunatique, atteinte, disent-ils, de folie périodique, gonflée de révolte fulgurante, de colère bouillonnante, gonflée de désir. Elle danse sur la lande sauvage des danses sauvages, sauvage comme l'homme blanc le dit des autres ethnies, sauvage comme l'État et les syndicats le disent de certaines grèves. C'est intéressant là parce qu'il y a une connexion qui est faite. Hein, comme je le disais plus tôt, entre une certaine naturalité, là en l'occurrence celle de la sauvagerie, et la féminité. Donc, voilà un peu l'opération générale. Ah oui, je voulais faire un petit détour. Vous savez peut-être pourquoi les sorcières sont représentées avec des balais? Enfin, il y a plusieurs éléments. Là, il y en a un qui est mentionné, qui est le fait du détournement de l'outil de travail en monture. Oui, hein, c'est une manière de subvertir la réduction à la domesticité en la convertissant en une pratique de joie, voire une pratique de, oui, de délire, enfin de puissance. Hein, l'instrument de la domination qui est le ménage devient autre chose. Bon, ça, c'est l'espace symbolique. Mais apparemment, une des raisons pour lesquelles le ballet et l'envol sont spécifiquement connectés, c'est qu'en fait, il y avait toute une pratique qui concernait tous les genres, qui consistait à s'administrer une drogue
principalement un onguent fait à partir de seigle, à partir des parois intérieures hein, au vagin ou à l'anus. Et ça consistait à recouvrir d'un onguent un embout de bois ou de balai et de se l'enfoncer, soit à l'anus, soit au vagin, ce qui permettait à l'onguent de passer dans le sang et donc de se mettre, de percher, enfin de se mettre à voler, comme on dit, qu'on vole quand on a pris une drogue. Hein. Et donc c'était une pratique assez bien connue qu'on appelle aussi les épidémies de danse, puisque c'est des épidémies qui sont liées à la consommation d'hallucinogènes, liées à la consommation de seigle. Donc. Et donc le balai est en fait un godemichet dans cette représentation. Un godemichet qui permet l'auto-administration de drogues hallucinogènes qui permettent de voler. Voilà. C'est pour ça que les sorcières chevauchent leur balai. Dans l'image, en fait, elles sont défoncées à la drogue, à des drogues plus ou moins recommandables légalement. Voilà. Donc, quand vous verrez des sorcières sur leur balai, pensez à des acides trip. Ça sera plus proche de la réalité originelle de la représentation. Et bien sûr, enfin, on voit bien pourquoi. Enfin, je veux dire, ça ne peut qu'être évident. Le symbole phallique est assez évident dans l'histoire. Ok. Des questions? Non, je vois des mouvements. C'est pas clair. Alors, à travers cette réappropriation, on en arrive donc à créer différents féminismes sorcières, des féminismes divinatoires, comme celui de Camille Dusselier, qui est assez humoristique, et même une nouvelle forme de spiritualité, comme celle de Starhawk, qui allie la spiritualité Wicca, donc une nouvelle sorte de religion païenne, qu'elle fonde aux États-Unis, la spiritualité Wicca, donc l'action directe et la performance. C'est ce qu'on voit là, représenté sur l'image première de son de Révél obscur, de la traduction de Révél obscur chez Cambourakis, où on voit une sorte de carnaval, spectacle organisé en protestation à la construction d'un aéroport. Qui est une des grandes actions, enfin une des actions répétitives que font les écoféministes de lutter contre les aéroports, je veux dire. Alors, dans ces féminismes qui se réclament de la magie, il y a un investissement assez fort du concept d'action magique, au point donc de le rêver fantasmatiquement dans le passé, oui, hein, de penser qu'il y avait des sorcières magiciennes, ce qui probablement n'était pas le cas au sens historique du terme, au sens des sorcières qui étaient condamnées comme sorcières n'avaient pas des pratiques magiques, elles étaient juste condamnées comme sorcières parce que ça donnait un bon argument pour les cramer. Mais disons, il y a un tel investissement de la figure de la sorcière que s'invente un ensemble de pratiques magiques qui sont associées autour du concept de sorcière. Vous voyez les effets bizarres du reclaim. Hein. Le reclaim va autoriser des femmes à investir un sens particulier du mot magie. Vous voyez, là, je vous ai donné une définition de la magie telle qu'elle se présente dans le texte de Starhawk. Je vous lis la traduction que j'en ai faite rapidement. Pour faire de la magie, donc c'est le texte en anglais qui est sur l'écran, pour faire de la magie, j'ai besoin de cette croyance simple dans ma capacité à faire des choses et à générer des changements. Cette croyance est générée et soutenue par mes actions quotidiennes. Si je dis que je dois finir ce rapport pour jeudi et que je le fais, je renforce ma croyance que je suis une personne qui est capable de faire ce qu'elle dit qu'elle va faire. Bien sûr, la vie est pleine d'erreurs et de mauvaises anticipations. Mais pour une personne qui pratique l'honnêteté et s'engage sérieusement, une formule comme As I will, so mote it be, puisque je le veux, qu'il en soit ainsi, est plus qu'une formule, c'est une affirmation. Donc vous voyez, là, il y a un jeu particulier sur qu'est-ce que ça veut dire que la magie.
La magie, c'est dire ce que je veux va se réaliser. Oui, ça fait partie des formules que l'on prononce quand on fait de la magie. Et puisque je le veux, qu'il en soit ainsi. Mais elle dit, en fait, considérer l'acte magique, ça peut être quelque chose de simplement s'apprendre à être puissante, se donner des objectifs, les réaliser. C'est pas plus compliqué que ça, faire de la magie. C'est pas un travail surnaturel. Oui, c'est pas faire appel à des forces qui viendraient aider, je sais pas quoi. En fait, la magie, c'est une pratique de la décision, de l'observation, de l'écoute, oui, de l'attention à soi. Comprenez un petit peu l'endroit où là, il y a une espèce de subversion du concept de magie qui consiste à le faire redescendre dans les pratiques les plus quotidiennes et de le faire redescendre à un endroit où justement il semble qu'elle manque, à savoir l'existence minorisée, hein. Quand on est minorisé, s'il y a bien une chose dont on sent qu'on est dépourvu, c'est le fait de pouvoir réaliser ce qu'on a dit qu'on allait réaliser. Oui, vous voyez un peu l'idée générale de cet argument tel qui est défendu là. Ok, alors, une des conséquences de cet engagement de la figure de la sorcière, ce sont les travaux universitaires qui portent sur cette figure, historique maintenant cette fois. Figure qui naît au tournant du XVe siècle, à l'occasion des fameuses chasses aux sorcières. Donc on en a déjà un peu parlé, mais là on commence à rebrancher là-dessus. Avant cela, je veux dire avant le XVe siècle, au XIIIe et au XIVe siècle, il y a beaucoup de sorcières qui sont pourchassées, déjà. Enfin, je veux dire, il y a déjà des manuels de démonologie, et voilà. Mais au XIIIe et au XIVe siècle, il y a au moins autant de sorcières que de sorciers qui sont cramés. Donc, ce n'est pas encore une figure féminisée. Ce n'est qu'à partir des XVe et XVIe siècles que la sorcière devient une figure quasi univoquement féminine. La question, c'est pourquoi? Pourquoi, tout d'un coup, les actes considérés comme hérétiques, des actes considérés comme faisant appel à des forces surnaturelles et auxquelles on ne devrait pas faire appel, pourquoi tout d'un coup, on se met à diaboliser des femmes sélectivement? Ils ont réussi à tuer Et tous bien sûr, les sorciers. ils ont réussi à tuer tous les mecs. Non, c'est pas la raison. Et excusez-moi, il faut encore que je fasse une pause pipi, mais j'arrive. J'ai bu trop de café, je suis un peu trop drogué. Mais c'est bien, ça fait une petite pause technique dans cette prise de parole. Yop, c'était rapide. Alors, une piste pour répondre à la question de pourquoi féminise-t-on l'accusation en sorcellerie. Une piste est de se demander quelles femmes spécifiquement sont visées par l'accusation en sorcellerie. Et pour le coup, ce sont à peu près justement les mêmes que celles qu'on accuse d'être des sorcières aujourd'hui, ou disons qu'on accusait encore dans les années 70, à savoir donc des vieilles femmes, souvent veuves, et des femmes jugées comme trop masculines ou sans enfants. Oui, c'est celle qu'on avait repérée dès l'emblée. Voilà, c'est ça, celles qui sont poursuivies. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'elles sont la cible de l'accusation en sorcellerie? Alors je vais m'appuyer pour répondre à la question sur certains éléments de ce texte célèbre de Silvia Federici, qui est donc mis
à l'écran en ce moment, qui est paru en 2004 aux États-Unis et rapidement traduit en français aux éditions Entremonde Seno Nevero, mais je ne me rappelle plus quelle année. Alors, c'est un livre assez discuté dans sa méthode historienne, dans la mesure où elle a un petit peu une tendance à comment dire, intentionnaliser les phénomènes historiques. Mais malgré toutes les critiques que le livre a reçues, il y a un certain nombre de faits qu'elle établit qui font toujours l'accord de la plupart des commentateurs. Cette idée, l'idée majeure de Federici, c'est d'insérer l'histoire des procès en sorcellerie dans une histoire plus longue, celle de la naissance du capitalisme. C'est ce qui apparaît en fait dans le titre de l'ouvrage, qui parle de femmes, corps et accumulation primitive. Et accumulation primitive, en fait, c'est un mot technique dans la théorie marxiste pour décrire la première phase du capitalisme, qui donc commence au XVe siècle, celle où le capital commence à se concentrer dans les mains de quelques-uns. En fait, l'idée générale de Marx, c'est de tenter de décrire comment on en est arrivé à ce que, ce qu'on pourrait appeler le 1%, ou le 0,1%. Comment on en est arrivé à ce que très peu de personnes détiennent quasiment l'ensemble des biens. Oui, ce qui est quelque chose de relativement nouveau historiquement, puisque même disons, si vous voulez, au Moyen-Âge, on avait plutôt de l'ordre, on aurait plutôt parlé du 15%, si vous voulez, les seigneurs féodaux, ce qui est horrible et pour des tas de raisons terribles, c'est pas pour dire que c'était mieux, c'était mieux quand c'était 15% plutôt que 1%, mais il y a une vraie différence qui se marque à ce moment-là dans l'accumulation des richesses et qui les possède. On pourrait dire qu'il y avait une fragmentation du pouvoir sous la forme des différents seigneurs au Moyen-Âge et à différentes autres époques de l'humanité. Et là, tout d'un coup, à partir du XVIIe siècle, et on n'en est toujours pas, du XVIe siècle, et on n'en est toujours pas sorti, il y a concentration progressive dans les mains de très 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 peu de l'ensemble du capital. Donc l'idée de Federici, c'est de se poser la question de cette bizarre coïncidence temporelle entre la chasse aux sorcières, d'un côté, et l'émergence du capitalisme, de l'autre. C'est quand même étrange qu'on se mette à cramer des bonnes femmes au même moment qu'émerge le capitalisme, que le capitalisme commence. Et en fait, ce qui met Silvia Federici sur la piste, c'est quelque chose de très particulier, c'est le fait que en ce moment même, je veux dire là, au moment où elle écrit et encore maintenant, sauf que Federici enseigne en Afrique au moment où elle écrit le bouquin. En ce moment même, en Afrique, c'est-à-dire à un endroit où le capitalisme est en train de s'installer, il y a des procès en sorcellerie. Et il y a des femmes qui sont cramées comme sorcières, très sérieusement. D'ailleurs, on utilise l'accusation de sorcière pour condamner à mort des femmes à l'endroit même où le capitalisme est en train d'émerger. Oui, est en train de réémerger, en train d'être imposé, dans la logique est en train d'être imposé. Donc, ce qui la met sur la piste, c'est de dire, non mais attends, il y a quand même une coïncidence, il y a double coïncidence historique, c'est-à-dire le premier capitalisme voit l'émergence de sorcières, et là on est dans un capitalisme contemporain qui commence à s'installer, et à nouveau il y a des sorcières. Donc pourquoi? Alors, pour ça, je vais devoir répondre à une question pas facile, surtout un peu de mots et dont je ne suis pas spécialiste, à savoir c'est quoi le capitalisme? Donc je vais faire un petit détour, mais qui peut-être va nous permettre de comprendre ce que ce cours essaye de faire en général, à savoir qu'est-ce que le capitalisme? Alors, d'abord, on peut remarquer quelque chose, c'est que le capitalisme, comme le racisme, le spécisme, le classisme, c'est d'abord un mot qui est inventé pour décrire une mauvaise chose. Oui. Je le précise parce que ce n'est pas juste un système de production dans lequel il se trouve que nous vivons, comme ont tendance à le faire les novlangues contemporaines. C'est pas juste un truc. En fait, c'est un truc très mauvais.
en tout cas tel que le mot est inventé. Le mot est inventé pour décrire quoi le mot est inventé au 19e siècle pour décrire quoi? Un système qui est conçu pour opprimer. Exactement comme le racisme est un mot qu'on utilise pour décrire un système qui est conçu pour opprimer et pour avantager certaines personnes plutôt que d'autres. Oui, c'est juste déjà pour dire le capitalisme, c'est le nom d'une oppression, c'est pas le nom d'un système. Oui. Et singulièrement, le capitalisme, c'est un système qui est conçu pour organiser la distribution inégale des richesses en fonction du capital dont vous disposez. C'est ça que veut dire. Et exactement comme le racisme est un système conçu pour organiser l'inégale répartition des richesses, des privilèges, des possibilités de créer, des possibilités de vivre en fonction de la couleur de peau. Oui, là, il y a une vraie symétrie qu'on peut dessiner entre le mot, enfin, le mot au moins, tel qu'on l'utilise, le mot racisme et le mot capitalisme. C'est pour ça que c'est des ismes. Oui. Ils sont des ismes au même sens. Je précise ça parce que c'est on a affaire aujourd'hui à un effet étrange de stigmaphilie des capitalistes eux-mêmes. Oui, c'est-à-dire les 1% se sont mis à réclamer pour eux-mêmes comme un truc positif le fait d'être des capitalistes. Ce qui est génial, c'est exactement comme les femmes qui étaient accusées d'être sorcières, qui se sont mises à réclamer le fait d'être des sorcières. D'accord. On a des capitalistes là qui. Donc, vous voyez, la stigmaphilie, c'est pas le fait que des opprimés. Hein. C'est en fait un truc qu'on retrouve dans beaucoup de formes d'insultes. Donc il y a les capitalistes qui donc étaient les socialistes insultaient les capitalistes en disant salaud de capitalistes. Oui, oui. En fait, les capitalistes à un moment ont réclamé le terme, revendiqué le terme pour parler de capitalisme à visage humain, de bons capitalistes, etc. Ce qui est absurde. Enfin, c'est comme dire un racisme à visage humain ou un bon racisme. Enfin, vous voyez, ça n'a aucun sens si vous le dites comme ça, avec racisme, mais capitalisme, il y a une vraie victoire de ce terme qui a réussi à se retourner en un mot positif. Oui, ça va, c'est clair. C'est juste un point étymologique, mais c'est important. Soit dit en passant, il y a un autre mot qui a eu un vrai succès de réappropriation comme ça, c'est le mot démocratie. Dont vous êtes peut-être au courant qu'il était vraiment au départ utilisé essentiellement comme une insulte. Au 19e siècle, tu ne peux pas être pire que démocrate. Enfin, c'est vraiment la pire chose qui peut t'arriver. Et il y a des vrais. C'est une insulte qu'on utilise pour désigner les personnes qui sont en faveur de laisser le pouvoir à la populace. Aux pauvres, en gros. Hein, parce qu'en fait, démos en grec, ça ne veut pas dire peuple, contrairement à ce qu'on croit. Quand on dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pas vrai. Le démos, ça veut dire la populace, vraiment la lie du genre humain. Enfin, c'est vraiment. Donc voilà. Donc les démocrates, c'est ceux qui prétendent donner le pouvoir au plus bas d'entre nous. Donc voilà. Et progressivement, en fait, ce mot, parce que justement, il y avait des partis qui se disaient, parce qu'il y avait des partis qui étaient en faveur du vote de la populace, si vous voulez, à un moment, ils ont, par stigmaphilie, réadopté le mot démocrate. Oui. Et oui, on est démocrate, au sens de oui, on veut que la populace et les pauvres votent, mais de manière un peu ironique, si vous voulez. Et en l'espace d'un siècle, on s'est vu, les républiques se sont mises à se définir elles-mêmes comme des démocraties. Mais ça a pris beaucoup de temps et il y a des tas d'endroits où ce n'est pas du tout le cas, comme par exemple les États-Unis. C'est pour ça qu'il y a un parti démocrate et un parti républicain. Il y a un parti qui n'est toujours pas démocrate, si vous voulez. Aux États-Unis, les États-Unis ne sont pas une démocratie, ce sont une république. Je veux dire, ce ne sont pas une démocratie au sens technique du terme. Le mot démocratie n'apparaît pas dans la Constitution des États-Unis. Et même, en fait, on pourrait dire, et beaucoup d'argumentaires vont en ce sens-là, que la République américaine est construite pour éviter la démocratie.
Et en fait, on peut faire des tas d'analyses assez précises des discours qui se sont tenus au moment de la Constitution, la constituante des États-Unis. Excusez-moi, je fais ma parenthèse américaniste, mais des discussions qui se sont tenues pendant la constituante aux États-Unis où vraiment tous les verrous ont été mis pour éviter que la démocratie ne s'installe aux États-Unis. C'est ça le système. Vous avez peut-être plus ou moins entendu parler du système des grands électeurs, qui est en fait un verrou pour éviter que les personnes ne soient élues à la majorité. Hein, il ne faut pas que le président soit élu à la majorité. Il faut un autre système. Et c'est ça le système des grands électeurs, c'est pour éviter la démocratie. Bon, bref, je dis tout ça pour dire ceci, qu'on peut observer des circulations étranges avec les mots, y compris les mots les plus communs, comme celui de démocrate. Ok, ça va, je ne vous ai pas trop perdu avec ma parenthèse infinie. Non. Je vous remercie de votre générosité. Et enfin, votre... Alors, revenons au mot capitalisme et à ce qu'il désigne. Donc, le mot, comme je le disais, a commencé à circuler, je vous affiche la page Wikipédia, a commencé à circuler au 19e siècle, c'est-à-dire au moment de la révolution industrielle. Oui, hein, la grande révolution industrielle qui est une autre forme de concentration du pouvoir, dans la bouche des socialistes et des marxistes qui luttaient pour les droits des ouvriers. Donc le mot est utilisé par ceux-là en premier. Je vous affiche ici la notice Wikipédia du mot capitalisme. C'est toujours intéressant de regarder les notices Wikipédia, moins pour leurs informations qui sont assez discutables parfois, que pour ce dont elles témoignent. C'est-à-dire, je veux dire, les fiches Wikipédia, ce sont des phénomènes culturels. Oui. Plutôt que des sources d'informations, c'est des phénomènes culturels qui vaut vraiment toujours la peine de regarder parce que ça dit ce que tout le monde pense. Enfin, ça dit en partie ce que tout le monde pense sur un objet. Et là, une des choses intéressantes sur ce que tout le monde pense sur cet objet, c'est que la seule illustration du capitalisme qui est donnée, c'est la machine à vapeur. Et ça, c'est vraiment effectivement une idée très répandue, selon laquelle le capitalisme s'installe vraiment ou existe vraiment au moment où la révolution industrielle frappe l'Europe avec le début de l'exploitation systématique d'une main-d'œuvre bon marché, forcée à travailler 50 heures, 60 heures par semaine sur des machines. Oui. Ça, en fait, c'est notre idée, enfin notre idée, au sens c'est l'idée de Wikipédia, mais voilà, on peut dire que c'est notre noosphère, c'est-à-dire c'est la sphère des idées dans laquelle on évolue. C'est l'idée que le capitalisme, ça date de la machine à vapeur, quoi. C'est la même chose. Alors le problème avec cette image d'Épinal, évidemment, c'est que le capitalisme, c'est-à-dire la structuration du monde autour de l'activité des banques et des marchands et de la concentration du capital dans quelques mains, c'est ça, on pourrait dire, c'est quoi le capitalisme? C'est ça, la structuration du monde autour de l'activité des banques et des marchands et de la concentration du capital dans quelques mains. Le capitalisme ne commence pas au 19e siècle, mais au 15e, 16e siècle. Ça, tous les historiens sont d'accord là-dessus. Déjà au 15e siècle, on a affaire à tout ce qui caractérise périodiquement les prétendues crises du capitalisme, à savoir les krachs boursiers, les bulles financières, l'expression date du XVIe siècle, les investissements à haut risque, les prêts, etc. C'est un argument qu'on peut trouver dans notamment les textes classiques de Fernand Braudel, qui est un des premiers grands historiens du capitalisme au 15e au 15e et 16e siècle, et puis bon, vous voyez, 15e, 18e, là, c'est l'ensemble de son étude. Enfin bref, en tout cas, tout ce qui se passe avant le 19e, justement, qui est l'image d'Épinal du capitalisme. Alors, donc, le capitalisme n'est pas du tout né au 19e, mais bien plus tôt. C'est là qu'il s'installe. Et du coup, ça pose la question, qui sont
les sujets opprimés, si vous voulez, qui sont les sujets opprimés de ce premier âge du capitalisme. Hein. Pour le dire encore autrement, qui sont les ouvriers, puisqu'il n'y a pas d'usine, qui sont exploités comme des forçats, desquels on extorque du travail gratuit, et qui va donc permettre l'accumulation primitive, c'est-à-dire la concentration du capital dans très peu de mains. Une fois qu'on a établi que le capitalisme existait avant qu'il y ait des ouvriers et des industries, ça pose la question de, alors c'est qui, à qui on pique le capital, si vous voulez, puisqu'on ne pique pas le capital à des ouvriers. Alors c'est là que Silvia Federici intervient dans le débat ou dans les questions qu'on se pose. Donc là, je reviens à son bouquin. C'est à cette question qu'elle répond, notamment dès le titre, si vous voulez. Le titre est déjà une réponse complète à la question. Excusez-moi, j'ai des messages qui m'arrivent sur une autre application, c'est très désagréable. Voilà. Donc c'est à cette question que Federici répond dans Caliban et la sorcière. Avec son titre. Déjà, elle donne une réponse générale, puisque le titre donne les noms de deux personnages infériorisés, qui sont les grands sujets du premier capitalisme, à savoir donc Caliban, qui est le sujet représentant des sujets colonisés et racisés, oui. Et la sorcière, qui est le sujet, la figure représentante des sujets féminisés. Voilà la réponse de Federici, c'est de dire, c'est pas les ouvriers, les sujets opprimés du capitalisme. Les ouvriers, ils viennent que plus tard. Et bien sûr, ils sont les sujets opprimés du capitalisme industriel, hein, c'est pas pour dire qu'ils ne le sont pas. Mais ils le viennent après qu'une première accumulation a permis d'exploiter et de tirer maximalement leurs énergies et leurs biens à deux grandes subjectivités, à savoir les subjectivités féminines, ou les sujets féminins, et les subjectivités racisées, hein, dans l'opération du commerce triangulaire, etc. Ce qui est frappant, je le mentionne en passant, mais on va creuser ça. Ce qui est frappant, c'est que on pourrait dire, dans les activismes contemporains, ce sont ces deux figures qui apparaissent comme les grands sujets de la lutte, de la lutte anticapitaliste. Oui, c'est-à-dire là, on peut dire, on peut plus faire fond sur les ouvriers, sur la classe ouvrière, comme classe de ralliement, tout simplement parce que dans les sociétés avancées, la classe ouvrière est tellement diffractée, apparaît de moins en moins, elle est de moins en moins facilement rassemblable autour de la figure iconique de l'ouvrier d'usine, qui a plus ou moins disparu. Il y a de moins en moins d'ouvriers d'usine, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'ouvriers. Simplement, les ouvriers ne sont pas du tout les figures d'Épinal de l'ouvrier qui sort de la mine à charbon, si vous voulez. Il y a des ouvriers au sens où il y a des personnes qui s'occupent du soin des vieux, il y a des personnes qui, oui, enfin, il y a plein de gens qui font des travaux subalternes, qui sortent des ordures, qui font des, voilà. Mais simplement ils ont plus la figure reconnaissable de l'ouvrier qui sort de la mine à charbon. Et là, on vit dans le moment, peut-être que je suis un peu prophétique, enfin prophétique au sens pleine d'espoir, si vous voulez. On vit dans le moment où tout d'un coup, les premières figures du capitalisme sont en train de réémerger. On se rend compte que la lutte anticapitaliste, c'est une lutte antiraciste et féministe. Soudain, on s'affaire que c'était là le vrai grand cri de ralliement qui permettait de créer l'alliance collective et pas seulement les ouvriers exploités. Enfin, on se rend compte doucement, hein, c'est pas, voilà, c'est pas si évident que ça. Alors, une petite parenthèse, excusez-moi, j'en suis la spécialiste, sur Caliban, pour expliquer pourquoi Caliban est le lieutenant dans le titre de Federici, de la figure de la personne racisée. C'est une figure intéressante que je traite là maintenant parce que je vois bien que mon cours n'arrivera jamais à parler des freaks et que je voulais en parler à ce moment-là, donc j'en parle maintenant.
Caliban, c'est d'abord le personnage d'une pièce de Shakespeare qui s'appelle La Tempête. Une pièce qui raconte le naufrage d'un lord anglais, Prospero, qu'on voit là avec sa main pointée, ou là avec son bâton, et là représenté encore autrement, j'y reviendrai. Prospero, dont la culture et les savoirs, qui sont un peu entre la sorcellerie et la science dans le roman, enfin dans la pièce, lui permettent de survivre sur cette île sur laquelle il vient d'échouer, en se soumettant les esprits qui habitent l'île, à savoir un esprit air, qui est représenté ici sous la forme d'une espèce de petite fée, et qui s'appelle Ariel, et un esprit terre, qui est représenté ici sous la forme de cette espèce de monstre avec un gros caillou, qui s'appelle donc Caliban. Oui. Alors, c'est assez difficile de ne pas avoir dans cette histoire une réplique du récit colonial. Et de fait, l'événement dont s'inspire Shakespeare pour produire son histoire est précisément le naufrage d'un navire colonial qui était en partance pour les Amériques. C'est une histoire en fait de la conquête de la science européenne sur le monde sauvage, les esprits sauvages, si vous voulez. Alors, je le mentionne en passant comme ça dans mes parenthèses infinies. Je le mentionne en passant pour vous recommander notamment ce livre d'Aimé Césaire, un écrivain, un poète, activiste martiniquais, qui en a proposé une réécriture. Donc, ce n'est pas The Tempest, la tempête, mais une tempête, où Caliban fait figure de sujet esclavisé et en insurrection. Et c'est pour ça qu'on a l'image là qui sert de frontispice à la pièce publiée au Point, d'une personne esclavisée et d'un maître habillé en colon britannique ou américain dans ce qui ressemble à une plantation qui les entoure. Voilà, donc il y a une sorte de resituation de Césaire dans cette histoire coloniale plus précisément. Bon, alors, indépendamment de cette parenthèse qui, comble de la honte, était totalement prévue, donc rien ne m'excuse du fait d'avoir divergé, pour revenir à Federici, à la naissance du capitalisme. Alors, l'idée de Federici, c'est de dire quoi? C'est de dire que c'est sur le dos de deux immenses empans, deux immenses parties de la population mondiale que le capitalisme naît, à la faveur d'un système qui, simultanément, exploite et invisibilise deux types de travaux, deux types de manières de travailler. D'un côté, l'esclavage, et de l'autre, le travail domestique et de reproduction. À peu près au même moment, la modernité, qu'on appelle pour cette raison la modernité patriarco-coloniale, je vous ai mis le mot là, met à son service deux types de corps. Je vous rappelle que c'était ça le titre de Federici, Femme, corps, accumulation primitive, mais à son service deux types de corps, les corps féminins et les corps racisés, pour pouvoir permettre l'accumulation du capital dans certaines mains. Alors, on appelle cette modernité patriarco-coloniale, c'est un mot de Achille Mbembe, qui est un penseur, un philosophe et un théoricien politique sud-africain. Enfin, il vit en Afrique du Sud. Il enseigne en Afrique du Sud. On appelle cette modernité patriarco-coloniale, c'est-à-dire patriarcale et coloniale, et indistinctement patriarcale et coloniale, c'est-à-dire en fait c'est la même chose, la patriarchie et la colonie, parce qu'elle concourt à concentrer de plus en plus de pouvoir dans les mains de certains sujets, à savoir blancs et masculins. Oui. C'est pour ça que les deux choses vont ensemble. Ça ne veut pas dire que il y a un complot de mecs blancs, oui, ni que tous les mecs blancs bénéficient de la chose. Pas du tout. Très très loin de là. Simplement, oui, et ça c'est une confusion fréquente dans la manière de penser la modernité patriarco-coloniale
ou l'hétéropatriarcalisme, à savoir l'idée que les mecs blancs bénéficient du truc. C'est pas ça l'argument, c'est plutôt, même si c'est une réalité en partie, l'argument c'est de dire la binarité de genre et la blanchité, hein, l'idée qu'il y a des couleurs de peau, la binarité de genre et le racisme, la binarité de genre et la blanchité servent d'appui à l'accumulation primitive qui permet de constituer les premières grandes concentrations du capital et sur lesquelles ensuite les empires industriels des 19e siècle et des 20e siècle, les empires médiatiques du 21e siècle vont se construire. Oui, c'est clair. Donc c'est un des instruments qui est utilisé pour concentrer le capital dans certaines mains. Okay. Je vous donne deux mots différents pour qualifier cette même opération conjointe. C'est donc modernité patriarco-coloniale de Achille Mbembe et hétéropatriarcat-capitalisme avec KKK au lieu de C pour capitalisme, qui est un mot là inventé par les Furious Fallop, qui est une collective de féministes de Toulouse, qui a donc lancé ce terme. Je vous ai mis plusieurs images de leur travail. Elle n'existe plus, hein, mais elle faisait une émission radio sur Radio Libertaire, qui est une radio anarchiste. Et donc les Furieux Fallop proposaient cette articulation, donc hétéro-patriarcat-capitalisme, patriarcat-capitalisme. Okay. Hétéro-patriarcat, c'est l'articulation entre l'hétérosexisme et le patriarcat, c'est-à-dire hein, l'idée qu'on rejette les PD et les lesbiennes va ensemble avec l'idée qu'on concentre le pouvoir dans les mains des patriarches. Oui. Et ça va ensemble avec le caca-capitalisme, à savoir le racisme systémique et le capitalisme. Oui. Donc hétéro, patriarcat, capitalisme, racisme systémique, en un seul mot, hétéro, patriarcat, capitalisme. Voilà. Les joies des pratiques féministes du langage pour aussi vous donner un peu des outils si vous essayez de nommer en même temps plusieurs formes de réalité, ça fait partie des techniques qui sont employées. Est-ce que ça va? Est-ce que vous percevez un peu l'articulation de ces différentes dimensions ou est-ce que je suis allé un peu trop vite? Tout va bien pour moi. Ok. Quelqu'un d'autre? Où ça va? Tout le monde est OK? Alors, il me reste 3 minutes pour, pas vraiment conclure, mais du moins revenir, ramener notre argument vers la figure de la sorcière. Qu'est-ce qu'elles font là, les sorcières? Pourquoi est-ce que du coup on démonise les sorcières? À quoi ça nous sert de démoniser les sorcières dans ce cas-là? Eh bien, les sorcières vont permettre vont être un instrument de normalisation des comportements. Elles permettent de démoniser, hein, de rendre donc illégal, mais là amoral et voire démonique. Elles vont permettre de démoniser tout ce qui contrevient au nouvel impératif qui est lentement en train de peser sur les corps féminins, à savoir le travail reproducteur. Le grand travail qui va être donné aux femmes progressivement, c'est-à-dire hein, ça va de plus en plus être isolé et reporté sur les femmes. Bien sûr, personne ne se dit tiens, je vais faire ça. Il faut bien se dire les choses. C'est simplement une sorte de convergence de différentes figures qui viennent concourir à la même condamnation. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va condamner toutes les images de femmes qui, par exemple, refuseraient de faire le travail reproducteur, c'est-à-dire de reproduire les travailleurs, ou de prendre soin de la maisonnée pour que les travailleurs soient bien nourris et puissent aller à l'usine. Oui. Toute chose qui est un travail nécessaire pour que le travail à l'usine ou au champ, etc. Toute chose qui est un travail nécessaire pour que l'exploitation ait lieu. Hein. Si les ouvriers ou les paysans ne sont pas nourris,
ils ne pourront pas fournir de la main-d'œuvre. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va inventer mais encore une fois, personne ne l'a fait, c'est simplement que ces inventions ont lieu au même moment. On invente au même moment, et c'est ce qui permet à ça de s'effectuer, des figures négatives de femmes qui mangent des enfants, comme dans la représentation, ou qui se passent des pénis en chevauchant des balais. Parce que pas besoin du pénis, hein, pour utiliser le balai. Bref, qu'est-ce qu'elles font ces femmes avec des balais, donc qui se passent de pénis ou qui mangent des enfants? Et ben, ce qu'elles font, c'est qu'elles ne font pas des enfants. Au contraire, elles en détruisent même. Et ça, c'est une figure dangereuse. C'est une figure dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle ne réalise pas l'idéal de ce nouveau travail qui est invisibilisé, à savoir l'idéal de la production de l'ouvrier, la production de celui qui donnera sa force de travail au capital. Oui. Donc la figure de la sorcière permet de contrôler, au sens de elle sert d'appui à la répression de toutes les pratiques qui contreviennent à ce désir ou ce besoin de la reproduction du foyer. Le mot de reproduction, c'est un terme employé en marxisme classique qui permet de désigner tous les travaux qui sont effectués pour permettre au travail salarié, on peut dire, de se produire. Donc typiquement, dormir, c'est le travail de la reproduction. C'est une reproduction. Oui. Dormir, manger, tout ça, c'est de la reproduction. Au sens de, c'est ce qui vous permet de revenir le lendemain au travail et de prêter vos mains au capital. Voilà, alors je m'arrête là pour aujourd'hui parce qu'il est 18h et donc c'est l'heure de rentrer chez vous.